À présent, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table, en cette journée de la femme, Madame Elham Mohammadi, qu'elle prenne place. Soyez la bienvenue ici, à cette table, en cette mémorable journée de la femme du 8 mars 2016. Donc, à vous aussi, je voudrais poser la même question que j'ai posée tout à l'heure aux deux précédentes intervenantes. Parlez-nous un peu de vous. Êtes-vous né en Belgique? Êtes-vous venu à un âge précoce? Comment ça s'est passé lorsque, pendant les premières années de votre présence en Belgique? Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. C'est moi qui ai le plaisir de vous remercier. Merci en tout cas. Je ne suis pas née en Belgique. En fait, je suis venue à l'âge de... En fait, j'ai quitté mon pays natal à l'âge de 23 ans. Je suis marocaine. Et je l'ai quitté dans un premier temps pour faire mes études en France. Donc j'ai fait un master en management et changement. Et à la fin de mes études, normalement, je me préparais pour rentrer au Maroc, mais le destin a voulu que je rentre pas et que je rencontre mon ex-mari. Et donc, je suis venue en Belgique dans le cadre d'un regroupement familial. Donc voilà, et ça fait 9 ans que je suis installée en Belgique maintenant. Vous venez de quelle région du Maroc? De Tanger. De Tanger, ben voilà. Tanger, donc quand on arrive en Belgique et qu'on est tangérois ou tangéroise, on n'a pas de chance d'être dépaysé puisque la majeure partie des Marocains de Belgique sont des gens de Tanger. Alors, vous êtes arrivé à l'âge de 23 ans. 26 ans. De 26 ans, donc vous avez fait des études, donc j'imagine que vous étiez assez armé que pour pouvoir vous intégrer, vous insérer en Belgique, puisque vous avez quand même un bagou, une expertise comme étudiante, etc. Donc ça vous a préparé quand même à affronter les difficultés de la vie ici en Belgique. Oui, tout à fait. En fait, c'était vraiment pas un dépaysement, parce que j'ai quand même passé 3 ans de ma vie, enfin 3 ans avant en France, donc j'ai déjà vécu la plus grosse partie de difficultés déjà la première année en France. Et vous avez fait un stage en France en difficulté? Pas un stage, j'ai fait mon master là-bas et après j'ai fait un stage dans une grande société. Donc j'ai déjà, enfin c'était la première fois que je quitte mes parents, le Maroc, pour s'installer toute seule dans un pays que je connais pas. Enfin donc tout le. Et comment vous avez vécu cette rupture avec vos parents, etc. en tant que jeune fille? C'était très difficile, mais en fait je m'y suis préparée depuis mon jeune âge parce que je voulais partir, de toute façon je voulais partir pour découvrir autre chose, et donc quelque part dans ma tête c'était là. Donc je suis là pour une mission bien précise, faire mes études, me former, apprendre des choses. Et donc voilà, en arrivant ici en Belgique, j'avais un peu l'habitude de vivre un peu en Europe. Et je ne connaissais pas du tout la Belgique à l'époque, et en arrivant, je demande à gauche, à droite, qu'est-ce que je peux voir à Bruxelles, une ville que je ne connais pas. Et on me montre rue de Brabant et chaussée de Gand. Et je dis, oh là là. Parlez-moi un peu de la rue de Brabant et de la chaussée de Gand quand vous les avez découvertes. Qu'est-ce que cela vous a fait? Est-ce que ça vous a replongé à Tanger? Franchement, pas du tout en fait. Je pense que les gens qui m'ont montré ces endroits, c'est justement pour ne pas me sentir dépaysée. Quelque part, je les comprends, il n'y a pas de mal à ça. Mais moi, je me dis, je me suis arrachée à ma culture parce que quand même partir, même si on fait le choix de partir, c'est quand même s'arracher à sa culture, à sa famille, à ses amis. Et je me dis, j'ai pas fait ça pour me retrouver dans la même chose ici en Europe. Donc je voulais voir autre chose. Et donc je voulais rien savoir de la communauté maghrébine à l'époque, et j'ai commencé mon parcours un peu ailleurs pour y revenir par la suite. Parlez-moi un peu de cet ailleurs-là. Comment vous avez choisi de visiter, de vivre? Alors, dans un premier temps, donc, après une année de mon installation en Belgique, j'ai créé une société de titres-services et de blanchisserie. De quel côté de la Belgique? Ici à Bruxelles. Dans quelle partie de Bruxelles? À la fin, il y avait 3 agences. Il y a une agence à Molenbeek, une autre à Ixelles et la troisième à Olivier-Saint-Pierre. Et en fait,
plus la société grandissait, parce que en fait c'était mes études, j'ai fait des études de management, donc... Vous l'avez fait, ces sociétés, vous avez fait avec votre époux, j'imagine? Non, non, mon époux il était fonctionnaire, donc je l'ai fait toute seule, il m'aidait bien sûr, mais j'étais la gérante, donc... au fur et à mesure que cette société grandissait, les problèmes grandissaient avec, évidemment. Donc, et à un moment donné, je n'avais plus de vie, justement. Je venais d'avoir mes 2 petites filles, que c'était difficile. En fait, pour moi, c'était très difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Donc, à un moment donné, quand j'ai vu que c'était trop, j'ai décidé d'arrêter justement cette activité qui... c'était pas vraiment le but de ma vie. Et alors à ce moment-là, vous avez fait quoi? Alors, à ce moment-là, en fait, les derniers mois de l'activité... On est en quelle année maintenant? On est en 2011, fin 2011. Je me sentais vraiment pas bien et je me suis dit... Qu'est-ce que je faisais en fait? Je lâchais tout, malgré que j'avais énormément de travail, je lâchais tout et j'allais dans un parc, je prenais un bouquin, je lisais et j'écoutais de la musique. Et petit à petit, je me disais, ça fait du bien quand même, ce petit break dans la journée, ça fait vraiment du bien, je suis plus énervée comme avant et tout. Et je ne sais pas par quel hasard, je me retrouve dans une formation de coaching. Donc... je fais ma formation du coaching qui m'a permis un peu de remettre le train sur les rails. J'ai arrêté l'activité. Je suis restée 1 an à la maison pour m'occuper de mes filles et pour faire une remise en question. Et je suis repartie sur un autre chemin. Et à quoi cela vous a-t-il servi de faire cette formation en coaching? Vous avez coaché qui finalement après? Ben justement, en fait, dans un premier temps, je pense que cette formation m'a servi à moi-même déjà. Parce que le coaching, ça permet de se recentrer sur soi, ce qu'on veut dans la vie. En 2 mots, coaching, ça veut dire quoi? C'est l'accompagnement. Le public qui nous écoute. Le coaching, en fait, c'est l'accompagnement des gens pour réaliser des objectifs précis dans la vie. Donc j'y reviens parce que justement, je travaille dedans maintenant. Et donc, dans un premier temps, ça m'a permis de faire le travail sur moi-même déjà. Mais en ayant eu ma certification, j'avais en tête de travailler avec les femmes issues de l'immigration. Je ne sais pas pourquoi, cette communauté que je disais au début, je ne voulais rien savoir, c'était la première chose à laquelle je pense. Et voilà, donc... j'ai fini ma formation, je suis restée à la maison, comme j'ai dit, pendant 1 année. Et après, donc j'ai intégré l'enseignement en tant que professeur de français FLE, français en tant que langue étrangère. Dans quelle commune? C'est à Uccle. Et là, j'ai été voir la Maison des Femmes à Molenbeek et je leur ai dit, voilà, j'ai une certification de coaching, je peux faire quelque chose et je veux travailler ici, bénévolement. Et donc, ça fait 2 ans que j'y suis en tant que coach bénévole. Et en quoi consiste votre travail pour booster les femmes, pour les coacher, pour les accompagner? En quelques mots, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se présente, comment ça se passe sur le terrain? Alors concrètement, ce qui s'est passé dans un premier temps, en fait, il y avait un groupe de parole. Donc, j'étais là, il y avait les femmes qui venaient, elles racontaient leurs filles, leurs difficultés, on pleurait, on rigolait. En fait, c'était un peu de... Entre femmes. Entre femmes, voilà, exactement. Et à un moment donné, on est devant le mur. Il faut avancer quand même. On ne peut pas juste raconter sa vie. Et donc là, on a eu l'idée avec la coordinatrice qui fait un travail extraordinaire dans cette maison qui est Noura Amer. On a eu l'idée donc que je fasse des ateliers dans les classes d'alphabétisation. Et donc là, je vais vers les femmes. Des classes d'alphabétisation fréquentées par les femmes? Oui, tout à fait. Toujours dans la maison des femmes de Molenbeek. Et donc voilà, donc chaque semaine, je vais dans une classe ou l'autre pour faire un atelier de coaching. Et c'est quoi? C'est pour parler de la confiance en soi, de l'estime de soi, de se recentrer sur soi. En fait, tout ce qui...
Vous savez, on vit dans une époque où c'est trop de stress. On court tout le temps, on ne sait pas pourquoi on court, derrière qui, derrière quoi. Et moi je dis, arrêtez juste une minute et... Marquons une pause. Voilà, marquez une pause parce que justement ce qui est extraordinaire dans le groupe de parole, c'est qu'il y avait des femmes qui racontaient leurs histoires. Bien sûr, c'est beaucoup de problèmes. Mais comment elles font face à ces histoires? C'est ça qui est le plus important et le plus intéressant parce qu'elles sont juste extraordinaires. Mais comme elles n'ont aucune reconnaissance de la part de leur entourage, pour elles, elles font rien de spécial. J'aimerais vous poser une question vraiment délicate puisque vous parlez des soucis de ces femmes, de ce stress, etc. Comment vous, avec ces femmes, vous avez vécu, ou en tout cas elles ont vécu, cette dernière année écoulée, 2015, avec tout ce qui s'est passé autour de Molenbeek et alentour de Molenbeek, en passant par Paris, par la Syrie, etc. Comment cette période vraiment précise a été vécue par les femmes que vous avez contactées? Est-ce que elles vous en parlaient? Est-ce qu'elles étaient plus inquiètes qu'auparavant, etc. Alors, à moi personnellement, on n'en a pas discuté, mais je sais qu'elles en ont discuté dans l'association, donc avec les personnes qui les accompagnent, qui sont là. Et je sais, de par les échos que j'ai eus, qu'il y a eu un mouvement de panique. Par exemple, une fois, je ne sais pas, il y a eu comment on appelle ça, les policiers qui descendent, qui faisaient une perquisition, une rafle, voilà, quelque chose comme ça dans le quartier. Et donc, une descente, voilà. Je ne connais pas le jargon. Et en fait, ils ont conseillé aux femmes de ne pas sortir. Et alors là, elles étaient paniquées parce que justement, les enfants sont à l'école, elles ne savaient pas ce qu'elles devaient faire et tout. Mais bon, à part ça, il n'y a pas eu vraiment de... Voilà, la vie suit son cours et elles sont courageuses. C'est ce que je leur dis tout le temps, c'est qu'elles sont courageuses d'être là et je suis vraiment donc votre même question que j'ai posée aux autres filles. Donc vous avez la chance d'avoir un mari qui est quand même certaine culture, qui est fonctionnaire à la maison, etc. Est-ce qu'il apporte ce qu'il faut pour vous aider? Un ex-mari. Je ne suis plus mariée, je suis divorcée. Alors, c'est un ex-mari. On rappelle au candidat. Donc on est divorcés, mais il a tenu à ce qu'il garde les filles une semaine sur deux. Moi, au début, bien sûr, je me disais, un homme, vous voyez toutes les croyances qu'on accumule depuis... les hommes peuvent avoir des préjugés sur les femmes, mais l'inverse est aussi vrai. Évidemment, évidemment. Et puis voilà, les choses se sont faites et il s'occupe super bien des filles. Je dis qu'elles ont autant le droit d'être avec lui comme avec moi, donc il n'y a pas de raison pour que je les prive d'être avec leur papa une semaine sur deux. Donc voilà. Avec votre expérience, votre expertise, votre regard, etc., quel est le message, encore une fois, que vous souhaiteriez vraiment lancer, envoyer, adresser aux femmes marocaines, ou en tout cas issues du Maroc qui vivent en Belgique aujourd'hui? Si j'ai un message à envoyer ou à dire, c'est vraiment ayez confiance en vous et croyez en votre potentiel. On n'est pas obligé de faire des études ou de faire un travail, je ne sais pas quoi. On peut être, tout ce qu'on veut avec ce qu'on est déjà. Intrinsèquement, on est fort. Oui. Et chaque personne a une valeur intrinsèque. C'est ce que je leur dis, je le répète tout le temps. Même si la vie nous malmène, il y a des problèmes, il y a pas mal de choses qui peuvent nous faire croire qu'on ne vaut rien, mais on vaut toujours quelque chose on a une valeur intrinsèque. Donc si on y croit, on peut aller de l'avant et on peut réaliser tout ce qu'on veut. Et alors, la société belge, comment vous la trouvez? Est-ce que vous la trouvez accueillante vis-à-vis des personnes qui viennent d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une ouverture? Est-ce qu'il y a une complicité? Voilà. Écoutez, moi, comme je vous ai dit, ça fait 8 ans ou 9 ans que je vis en Belgique, donc j'ai côtoyé plusieurs milieux. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème, personnellement. Bon, j'ai déjà entendu, oui, pourquoi vous êtes comme si, vous ne ressemblez pas, ou bon ça c'est les clichés qu'on peut trouver partout.
Mais personnellement, j'ai jamais eu de problème parce que voilà, je respecte les lois, je respecte la société, je ne fais pas quelque chose qui va m'attirer des problèmes et je suis ouverte à tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas de moi ou je ne sais pas, je vais aller vers eux et je vais expliquer. Et en retour, vous recevez la même chose. Et en retour, je reçois la même chose. Donc, avant d'accueillir la 5e femme à cette table, j'avais annoncé qu'elle sera la dernière, mais j'ai quand même le grand plaisir de vous dire que la surprise a été d'accueillir maintenant à l'improviste Madame Fatima Abbassi. Salam alaikum, Monsieur Khalil. Je vous remercie pour votre invitation et de m'accueillir à la dernière minute. Le plaisir est pour moi, donc je vais commencer par vous poser la même question que j'ai posée aux autres gentes dames qui vous ont précédé. Parlez-nous un peu de votre situation familiale. Vous êtes arrivé en Belgique quand? Pour ma part, je suis née en Belgique, à Anvers. Et donc, je suis mariée, j'ai 6 enfants. Et j'étais, on va dire, entre guillemets, mère au foyer parce que j'ai repris des études pour un CESS en assistante en pharmacie. Avec 6 enfants, à prendre des études? Oui, bon. J'en ai 6, mais je dis que j'en ai plus que 4 puisque j'ai 2 grands de 25 et 21 ans. Oh, plus ils sont grands, plus les soucis sont oui, grandissent avec eux. Voilà, alors, dites-nous, puisque vous avez vos enfants, puisque vous étudiez, vous avez étudié, votre mari, il se comportait comment avec vous dans ces situations un peu lourdes, on va dire, sur le plan familial? En ce moment? Oui, de toute façon, depuis toujours, il a toujours été à mes côtés. Hein. On se partage tout à la maison depuis toujours, depuis le premier jour. Donc, et là encore plus, puisque c'est moi qui suis plus à l'extérieur et c'est lui qui est plus à l'intérieur, surtout la semaine. Et donc, oui, enfin, sans lui, je ne pourrais pas y arriver. Vous êtes une fille de 2e génération. Comment vous avez vécu votre enfance en Flandre, à Anvers? Je suis née à Anvers et je suis venue à Bruxelles, je devais avoir 5 ans. Je me souviens que quand on est arrivé à Bruxelles, je parlais flamand et pas le français. Donc quand je suis rentrée à l'école, j'ai eu des problèmes. J'ai raté ma première année parce que je ne parlais pas le français. Donc j'ai très peu de souvenirs du côté flamand. C'est ça. J'ai grandi à Bruxelles. Et à Bruxelles, vous avez vécu comment votre enfance, votre adolescence? Heureuse? Oui, très heureuse. Oui. Sur le plan familial, très heureuse, et sur le plan de la ville, moi j'ai connu Bruxelles des années Vos 70, enseignants, voilà. Vos amis, tout s'est bien passé, oui. C'est ça. Et vous avez fait comme études, vous avez fait quoi après? Pour études, j'ai un parcours assez atypique. Hein. Je n'ai pas fait mes secondaires parce que, bon, ça c'est ma petite parenthèse, j'ai pas fait mes secondaires parce qu'on n'a pas voulu que je les fasse. C'est pas ma famille. C'est l'école qui n'a pas voulu que je fasse des secondaires. Oui, ça, je le dis haut et fort. C'est l'école qui a décidé que, en première année secondaire, à mi-chemin, je ne devais pas continuer. Donc, sans passer d'examen, C'était une politique de l'époque, du début des années 80. C'était une politique où on préparait les enfants de la première immigration à devenir la main-d'œuvre de demain. C'est ça. Donc, on a eu beaucoup de... Et comment vous avez vécu ça, ce rejet, ce refus? J'avais 11-12 ans à ce moment-là, donc mes parents n'ont su qu'à la fin de l'année. Donc ils n'ont pas su. Pour moi, c'était... c'est tout, je ne m'intéressais plus à rien. Oui, j'ai été en premier accueil, puis de là, je suis partie en professionnel. Il n'y a plus rien qui ne m'intéressait. Puisque je n'étais pas dans le parcours que... Mais vous n'êtes pas, seulement, vous n'étiez pas seul dans votre cas, parce que beaucoup de jeunes de 2e génération sont passés par là, par le décrochage, par le professionnel, et puis par les écoles de la dernière chance, etc. Et puis voilà, ils ont bifurqué en ce qui concerne les garçons, pour un certain nombre d'entre eux vers la délinquance, etc. Donc c'est une génération qui a vécu pas mal de problèmes, je pense. Oui, sur le plan social, énormément de problèmes. Énormément. Moi, je dis toujours que ma génération était la génération des jeunes qui se sont retrouvés ou en prison, ou drogués, ou certains sont morts, parce qu'ils n'ont... Vous savez, je fais toujours la différence entre la Belgique et le Maroc. J'ai remarqué qu'au Maroc, les jeunes, dans plus ou moins la même époque, c'était clair et net, c'était les études,
Et il y a tout le contexte social qui faisait que tout le monde s'accrochait aux études. Ici, c'était une destruction totale. On n'avait pas ce modèle-là devant nous. On était les seuls, dans la communauté marocaine, la première génération, on était les seuls. Donc on n'avait pas le modèle de ceux qui avaient été à l'université ou ceux qui étaient en supérieur ou ceux qui travaillaient. On ne l'avait pas du tout. Donc on nous a même retiré cette chance de pouvoir un jour voir un modèle ou être le modèle des suivants. Donc on était assez... Quelle avait été à ce moment-là l'attitude de votre famille vis-à-vis de cet incident de parcours à 12 ans? Vous avez été soutenue? Vous avez été comprise? Non, mes parents ne comprenaient pas trop parce que nos parents, donc je parle de mes parents et de nos parents de cette époque-là, pour eux c'était clair quand on est en Belgique, il y a des lois, il y a des règles et c'est toujours la Belgique qui a raison. Donc il faut obéir à la Belgique. À l'autorité. Voilà, ils étaient dans cette optique-là, c'est que plus tard qu'ils ont réalisé. Et donc vous m'aviez dit tout à l'heure, vous avez repris plus tard des études. J'ai repris cette année. Cette année? Non, en fait j'avais déjà fait il y a 5 ans une formation en infographie pendant 2 ans. Et cette année, j'ai repris des études pour un CSS en assistante en pharmacie. C'est ça. Et vos enfants, comment ils évoluent aujourd'hui? Avec votre regard à vous, votre expérience, votre choc finalement, est-ce que ce choc-là vous a été salutaire pour aider vos enfants à avancer dans la vie? Je ne dirais pas que c'est un choc, je me dis... Je sors avec eux le matin et je rentre avec eux à 4h30, donc... il n'y a pas vraiment de choc parce que ça fait... Non, je parle du choc que vous avez reçu à 12 ans. Donc vous n'avez pas voulu que vos enfants le vivent. Ah non, pas du tout. C'est ça. Mais on ne vit plus dans la même politique, la même époque. Maintenant, nous, on est beaucoup derrière. On sait déjà lire et écrire, c'est déjà une chose. On assiste aux réunions des parents. S'il y a un problème, on va voir le directeur ou la directrice. Je veux dire, on est toujours derrière eux, donc on est au courant de ce qui se passe. Et puis il y a le fait qu'il y a la langue, il y a aussi le fait qu'on connaît les mentalités, vu qu'on est né ici, qu'on a grand. Donc c'est totalement différent, non? Les enfants ne... Est-ce que vous avez une activité professionnelle? Non. Pour le moment? Non. Non. Ça vous intéresse pas? Je ne pourrais pas, de toute façon, c'est pas possible. Oui, voilà. Et au-delà de vous occuper de votre famille, etc., de votre famille nombreuse, on va dire, vous avez d'autres activités à l'extérieur. Est-ce qu'il vous reste du temps pour essayer de rencontrer d'autres femmes, de faire des activités, de vous intéresser? Pour l'instant, non. Je suis beaucoup trop prise par mes enfants et ce que je fais en ce moment. Mais en soi, c'est vraiment quelque chose de... Activité professionnelle, je peux dire que je suis en stage en ce moment. Donc c'est déjà dans une pharmacie, donc j'ai pas le temps pour autre chose. C'est ça. Ouais. Voilà, je vous remercie et pour la forme aussi, pour la journée internationale de la femme 2016, si vous aviez un message adressé à ces femmes, à ces filles aujourd'hui, quel sera-t-il? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Aux filles, je leur dirais de prendre au sérieux leurs études et leur choix d'études. Parce que j'entends beaucoup autour de moi des jeunes filles qui disent « Oh, moi je veux juste terminer, c'est bon, et basta, et c'est bon ». Moi, j'aimerais qu'elles prennent ça plus au sérieux et faire les bons choix et ne pas toujours suivre les mêmes options, que ce soit en secondaire ou alors à l'université, parce qu'elles se concentrent toujours dans la même option alors qu'il y a des endroits où c'est vide. On n'est pas représenté, les filles, les Marocaines en général. Ça, je dirais ça pour les filles. Et pour les femmes, je leur dirais, si elles ont un rêve ou une volonté de faire quelque chose, qu'elles le fassent. Et vous pensez que les femmes ont un rêve quand même? Sinon, ça serait triste. Toutes les femmes ont un rêve. Toutes les femmes ont un rêve. Et moi, je pense qu'elles ne devraient pas s'alourdir avec les tâches ménagères, les enfants. Elles seront toujours là, ces tâches ménagères et les enfants et la famille. Mais il faut qu'elles pensent à elles et qu'elles aillent faire ce qu'elles ont envie de faire. Nonobstant l'opposition de certains maris? Pardon? Malgré l'opposition de certains maris? Ce que vous n'avez pas vécu, vous? Non, moi je ne l'ai pas vécu, donc je suis mal placée pour... mais je leur dirais, essayez d'en discuter peut-être avec eux. Essayez d'en discuter, essayez de faire le premier pas en commençant par une petite formation, et voir un peu comment ça se passe. Il y a négocier. Voilà. Merci beaucoup Merci pour ce charmant témoignage.